Joséphine n'arrive plus à chasser de son esprit les mots que Lou lui a confiés. Depuis qu'il lui a avoué qu'il l'aimait encore, quelque chose s'est rallumé en elle, une lueur qu'elle croyait définitivement éteinte après leur rupture. Même si Lou reste aujourd'hui avec Bianca, Joséphine veut croire que leur histoire n'est peut-être pas complètement terminée, et cette pensée nourrit silencieusement chacun de ses gestes. Elle ne veut pourtant pas se précipiter. Joséphine sait que Lou est tiraillé, qu'il porte encore les traces de leurs blessures passées et qu'une pression trop brutale pourrait le faire fuir. Elle choisit donc une stratégie plus subtile, revenir dans son quotidien, retrouver avec lui cette complicité qu'ils avaient autrefois, et lui rappeler, sans jamais le dire ouvertement, tout ce qui les rapprochait avant que leur couple ne vole en éclats. L'occasion se présente pendant la masterclass organisée à l'Institut. Lorsque les élèves doivent se mettre en binôme, Joséphine se rapproche naturellement de Lou. Tous les deux se montrent particulièrement intéressés par la même technique de cuisson naturelle, ce qui rend leur association presque évidente. Lou accepte sans méfiance particulière, persuadés qu'ils sont capables de travailler ensemble sans laisser leur passé sentimental interférer avec la cuisine. À l'atelier, quelque chose change pourtant dès qu'ils commencent à préparer leur plat. Les gestes reviennent presque instinctivement. Joséphine sait quand Lou a besoin d'un ustensile avant même qu'il le demande, tandis que lui comprend immédiatement ce qu'elle veut modifier dans une préparation. Cette coordination naturelle les surprend eux-mêmes. Pendant quelques instants, ils cessent d'être deux anciens amoureux et redeviennent simplement deux personnes qui se connaissent profondément. Un peu plus loin, Maxence et Gaspard ne perdent rien de la scène. Leur complicité saute tellement aux yeux que les deux garçons finissent par transformer la situation en pari. Maxence est convaincu que Lou et Joséphine vont finir par se remettre ensemble. Gaspard, lui, mise plutôt sur Bianca. Derrière leur plaisanterie se cache pourtant une réalité plus inconfortable. Même les autres perçoivent désormais l'incertitude sentimentale de Lou. Pendant une pause, Anouk décide justement de lui parler. Elle a observé son comportement avec Joséphine et préfère ne pas tourner autour du pot. À ses yeux, cette proximité est dangereuse, surtout après une rupture encore récente et des sentiments qui n'ont manifestement pas totalement disparu. Elle lui fait comprendre qu'on ne joue pas impunément avec ce genre de lien lorsque plusieurs personnes risquent d'en souffrir. Lou refuse cependant de dramatiser. Il estime au contraire qu'il est agréable de pouvoir rester en bons termes avec une ancienne petite amie. Pour lui, cette entente retrouvée n'est pas nécessairement le signe d'un retour en arrière. Il veut croire qu'il peut séparer ce qu'il ressent aujourd'hui de ce qu'il a vécu auparavant, même si ses propres paroles à Joséphine rendent cette frontière de plus en plus difficile à défendre. Lorsque la masterclass touche à sa fin, Marc et Anouk goûtent le plat préparé par Lou et Joséphine. Le résultat est particulièrement réussi, au point que les deux encadrants les félicitent chaleureusement. Leur travail commun semble confirmer ce que tout le monde vient d'observer, ils fonctionnent remarquablement bien ensemble. Joséphine accueille ces compliments avec satisfaction, tandis que Lou paraît simplement heureux d'avoir réussi son exercice. Bianca, elle, assiste à la scène avec une inquiétude qu'elle tente de dissimuler. Voir son petit ami si à l'aise avec Joséphine réveille immédiatement ses doutes. Elle choisit pourtant de ne pas provoquer de confrontation et profite plutôt de la fin du cours pour inviter Lou à aller boire un verre. Elle veut retrouver un moment avec lui, comme pour rétablir une proximité qui lui semble soudain menacée. Lou lui explique qu'il manque de temps. Il doit encore nettoyer son espace de travail puis repasser chez lui chercher quelques affaires. Avant même que Bianca puisse réellement réagir, Joséphine intervient et propose de ranger seul leur plan de travail. Le geste paraît généreux, presque désintéressé. Elle encourage même Lou à rejoindre Bianca, donnant l'impression qu'elle ne cherche absolument pas à se mettre entre eux. Pour Bianca, pourtant, le malaise ne disparaît pas. Dans les vestiaires, elle finit par se confier à Ninon. Elle lui parle de Lou, de Joséphine et de cette proximité retrouvée qui lui donne le sentiment de marcher sur un terrain instable. Elle ne dispose d'aucune preuve que quelque chose se passe réellement, mais l'instinct lui souffle que l'histoire entre eux n'est peut-être pas aussi terminée qu'elle voudrait le croire. Ninon l'écoute avant de quitter les lieux, laissant Bianca seule pour se changer. La jeune femme entre dans une cabine et tente de reprendre ses esprits. C'est alors qu'un bruit inhabituel se fait entendre. Bianca n'a presque pas le temps de comprendre ce qui se passe qu'une masse de compost s'abat soudainement sur elle, la recouvrant brutalement et transformant en quelques secondes son inquiétude sentimentale en véritable cauchemar. Sous le choc, Bianca reste figée. L'odeur, la saleté et surtout l'humiliation la frappent de plein fouet. Il ne s'agit plus d'une mauvaise plaisanterie mais d'une attaque pensée pour la rabaisser. Lorsqu'elle parvient enfin à sortir de la cabine, elle découvre que ses affaires ont également disparu. Son souffle se coupe davantage encore lorsqu'elle remarque que la boîte de sa grand-mère, à laquelle elle tient énormément, a été abîmée.
Comme si cela ne suffisait pas, un message a été laissé spécialement pour elle. Les mots sont d'une violence froide, telle qu'une ordure bonne à jeter. Dégage. Dernier avertissement, Bianca comprend alors que quelqu'un ne cherche pas simplement à la ridiculiser. On veut lui faire peur, lui faire comprendre qu'elle n'est plus en sécurité et que cette première humiliation pourrait n'être qu'un début. Pendant ce temps, loin des vestiaires, Lou repasse chez lui comme prévu. Il ignore totalement ce que Bianca vient de subir. Mais il n'a pas le temps de rester seul bien longtemps. Joséphine apparaît à son tour, vêtue d'une tenue particulièrement sexy, prétextant qu'elle est simplement venue récupérer ses lunettes de soleil. Derrière ce motif banal, son intention devient pourtant rapidement beaucoup plus claire. Joséphine n'a pas besoin de beaucoup de temps pour dévoiler ce qu'elle cherche réellement. Dès qu'elle se retrouve seule avec Lou, la distance qu'elle maintenait jusque-là disparaît. Elle se rapproche de lui avec cette assurance qui contraste avec toutes les hésitations qu'elle semblait encore porter quelques heures plus tôt. Pour elle, l'aveu de Lou a changé les règles, même s'il lui refuse encore d'en mesurer toutes les conséquences. Elle tente alors de l'embrasser, comme si ce geste pouvait confirmer ce qu'elle espère depuis leur conversation. Mais Lou la repousse immédiatement. Son mouvement est net, presque instinctif. Malgré les sentiments qu'il lui a reconnus, il refuse de franchir cette limite. Cette réaction crée entre eux un silence lourd, rempli de ce qu'ils ne parviennent toujours pas à résoudre. Leur passé existe encore, mais il ne suffit pas à effacer Bianca. Joséphine encaisse ce rejet sans provoquer de scène. Elle voulait sans doute vérifier jusqu'où Lou était prêt à aller, et elle vient d'obtenir une réponse beaucoup moins simple que celle qu'elle espérait. Il peut encore l'aimer, mais il n'est pas prêt à trahir Bianca devant elle. Cette contradiction rend la situation plus dangereuse encore, car personne ne sait combien de temps Lou pourra continuer à maintenir cet équilibre. C'est précisément à cet instant que son téléphone attire son attention. Bianca lui demande de la rejoindre dans les vestiaires. Le ton du message suffit à le faire réagir. Tout ce qui venait de se passer avec Joséphine passe soudain au second plan. Lou comprend qu'il doit partir immédiatement. Il abandonne donc la jeune femme pour rejoindre Bianca, sans imaginer l'état dans lequel il va la retrouver. Lorsqu'il arrive sur place, l'image le frappe de plein fouet. Bianca est assise par terre, encore bouleversée par ce qu'elle vient de subir. Son apparence porte les traces de l'humiliation, mais c'est surtout son regard qui inquiète Lou. Elle n'est pas seulement en colère. Elle semble touchée dans quelque chose de beaucoup plus intime, comme si l'agression venait de briser brutalement le peu de sécurité qu'elle croyait encore posséder. Bianca lui raconte alors ce qui s'est passé. Elle explique le bruit dans la cabine, le compost qui lui est tombé dessus, puis la découverte de ses affaires volées. Chaque détail donne à l'attaque une dimension plus inquiétante. Rien ne semble improvisé. Quelqu'un a profité de son isolement, savait où elle se trouvait et a pris le temps de s'en prendre à des objets qui comptaient réellement pour elle. La boîte de sa grand-mère est ce qui la bouleverse le plus. Ce n'est pas simplement un objet abîmé au milieu d'autres affaires. Elle représente une part de son histoire, un lien avec quelque chose de précieux et de personnel. En la découvrant endommagée, Bianca a compris que son agresseur ne cherchait pas uniquement à la salir physiquement. Il voulait atteindre un endroit beaucoup plus profond, quelque chose qu'elle ne pouvait pas facilement remplacer. Puis vient le message. Bianca le montre à Lou et les mots prennent immédiatement une autre dimension une fois prononcés à voix haute, telle qu'une ordure bonne à jeter. Dégage. Dernier avertissement, ce n'est plus seulement de la méchanceté. Le terme « dernier avertissement » donne l'impression qu'une menace se poursuit déjà depuis un certain temps, comme si quelqu'un attendait désormais qu'elle obéisse. Lou reste auprès d'elle, absorbant peu à peu la gravité de la situation. Quelques instants plus tôt, il était confronté à la tentative de rapprochement de Joséphine. Maintenant, il se retrouve devant Bianca, vulnérable, humilié et ciblé par une personne inconnue. Son conflit amoureux paraît soudain presque dérisoire face à ce danger plus concret, même si les deux histoires risquent malgré tout de finir par se croiser. Bianca, de son côté, n'a pas encore les moyens de comprendre pourquoi elle est visée. Elle peut seulement constater que quelqu'un veut la faire partir ou lui faire peur. La violence du message laisse peu de place au doute. Cette attaque est dirigée contre elle personnellement. Et dans un environnement où les tensions sont déjà nombreuses, l'absence de réponse immédiate devient peut-être la partie la plus terrifiante. Pendant que Lou tente de la soutenir, un tout autre climat règne à la plage. Zoé, Bérénice, Ferdinand et Olivia se retrouvent pour leur club de lecture. L'ambiance pourrait sembler légère en comparaison de ce qui vient de se produire à l'Institut, mais Zoé et Bérénice sont visiblement mal à l'aise. Elles cachent depuis quelque temps un détail qui rend leurs échanges autour des livres beaucoup moins honnêtes qu'ils ne le paraissent. Finalement, elles décident d'avouer la vérité à Ferdinand. Elles n'ont tout simplement pas lu les livres figurant sur la liste du club. Leur embarras ne vient pourtant pas d'un manque d'intérêt pour la lecture.
Au contraire, elles lisent beaucoup, mais pas forcément ce qu'elles osaient afficher devant les autres. Leur véritable passion se tourne surtout vers la littérature érotique, un goût qu'elles avaient préféré dissimuler par peur du jugement. L'aveu pourrait créer un moment gênant, mais la réaction de Ferdinand les surprend. Loin de se moquer, il leur révèle qu'il lit lui aussi ce type de roman. Cette confession change immédiatement l'atmosphère. Zoé et Bérénice, qui s'attendaient peut-être à devoir justifier leur goût, découvrent au contraire un allié inattendu. Ferdinand cesse d'être simplement un participant extérieur et gagne soudain une vraie place parmi elles. Olivia, de son côté, annonce qu'elle préfère quitter le club pour des raisons professionnelles. Son départ modifie naturellement la dynamique du groupe, mais il permet aussi à Ferdinand de prendre davantage de place. Zoé et Bérénice finissent par l'accepter officiellement dans leur club de lecture. Ce qui avait commencé dans la gêne se transforme donc en rapprochement inattendu autour d'un goût commun qu'aucun d'eux n'assumait complètement au départ. Dans le même temps, une autre histoire commence à se dessiner autour d'Enzo et Thelma. À l'annexe, Enzo a pensé à son anniversaire et lui offre un collier. Le cadeau traduit une attention particulière, même si leur relation reste difficile à définir. Thelma l'accepte dans une atmosphère plus complice que véritablement romantique, et Enzo semble surtout heureux de pouvoir lui offrir un moment qui sorte de leur routine habituelle. Lionel contribue lui aussi à rendre cette journée différente. Il s'arrange pour qu'Enzo puisse fermer plus tôt et emmener Thelma boire un verre au coffee shop. Le geste permet aux deux amis de profiter d'un instant plus léger. Pourtant, à peine arrivés sur place, une autre présence vient immédiatement perturber cette tranquillité. Niels remarque Thelma et décide de lui consacrer une attention très appuyée. Le barman lui prépare un cocktail sur mesure et la drague sans aucune discrétion. Enzo assiste à la scène alors que Thelma le présente comme un pote, un mot suffisamment banal pour effacer toute ambiguïté aux yeux de Niels. Derrière cette apparente désinvolture, cependant, Thelma prend ensuite soin de rassurer Enzo. Elle lui confie que Niels n'est absolument pas son genre de mec. Elle ajoute même qu'elle n'a de toute façon ni le temps ni l'envie de se mettre en couple. Cette précision ferme momentanément la porte à toute interprétation trop rapide de sa relation avec Enzo. Leur proximité existe, mais elle ne veut pas la transformer en histoire sentimentale. Pour Enzo, cette réponse est à la fois rassurante vis-à-vis de Niels et frustrante sur un plan plus personnel, même s'il ne laisse rien paraître. Un peu plus tard, Maya rejoint le groupe afin d'offrir à son tour un cadeau d'anniversaire à Thelma. Niels lui sert rapidement un cocktail gratuit. Maya est immédiatement séduite par le goût de la boisson et commence à l'interroger sur sa composition. Niels, flatté par son intérêt, accepte de lui révéler ses ingrédients et ses secrets de préparation sans imaginer que cette conversation pourra bientôt avoir d'autres conséquences. Maya ne mesure pas immédiatement la valeur de ce que Niels vient de lui confier. Pour elle, il s'agit d'abord d'un simple échange autour d'un cocktail qu'elle trouve particulièrement réussi. Pourtant, les ingrédients, les associations et l'équilibre de la boisson restent dans un coin de sa mémoire. Ce qui n'était qu'une conversation légère au coffee shop va rapidement devenir beaucoup plus important lorsqu'elle rejoint ensuite le chef Jourdain en cuisine. Le chef lui annonce qu'il l'a choisi comme seconde. Cette marque de confiance représente une véritable responsabilité pour Maya, qui comprend immédiatement qu'elle va devoir se montrer à la hauteur. Jourdain veut construire un menu cohérent autour d'une idée forte. Un cocktail servirait de fil rouge à l'ensemble, une sorte de signature capable de donner une identité commune aux différentes propositions culinaires. Maya écoute attentivement, consciente de l'enjeu. C'est alors que l'idée de Niels lui revient naturellement. L'association qu'il lui a détaillée quelques heures plus tôt correspond parfaitement à ce que cherche Jourdain. Maya la propose donc au chef comme piste de travail. Elle ne précise cependant pas que cette création vient du barman. Ce silence paraît peut-être minime sur le moment, mais il transforme déjà la situation, car une idée offerte avec confiance commence à circuler sous une autre identité. Jourdain, de son côté, ne dispose d'aucun élément lui permettant de savoir que la proposition n'est pas née directement de la réflexion de Maya. Il l'écoute comme il écouterait sa seconde, avec l'attention accordée à quelqu'un qu'il a choisi précisément pour sa capacité à enrichir le projet. Maya franchit ainsi une limite discrète, elle ne ment pas explicitement, mais elle laisse volontairement s'installer une impression qui lui est favorable. Dans un autre registre, la journée de Thelma conserve une légèreté qui contraste fortement avec les autres tensions de l'Institut. Entre le collier offert par Enzo, la sortie organisée grâce à Lionel et le cocktail préparé par Niels, son anniversaire lui permet de recevoir plusieurs marques d'attention. Pourtant, son discours reste clair, elle ne cherche pas une relation. Derrière les regards et les gestes, elle garde une distance qui empêche chacun d'interpréter trop vite ses intentions. Enzo doit donc composer avec cette ambiguïté.
Il est assez proche de Thelma pour penser à son anniversaire et lui offrir un bijou, mais pas suffisamment pour pouvoir prétendre à une place clairement définie. Lorsqu'elle le présente à Niels comme un simple « pote », le mot pourrait piquer son orgueil. Pourtant, elle lui confie ensuite que le barman ne lui plaît pas, comme si elle voulait préserver leur complicité sans pour autant lui promettre davantage. Cette position intermédiaire laisse Enzo dans un espace émotionnel inconfortable. Rien n'indique que Thelma souhaite le repousser, mais rien ne lui permet non plus d'espérer ouvertement autre chose. Il reste donc près d'elle sans chercher à forcer les choses. Cette retenue contraste avec l'attitude de Niels, qui n'hésite pas à afficher son intérêt. Thelma, elle, observe tout cela avec une assurance presque tranquille, refusant que les attentes des autres décident pour elle. Pendant ce temps, la scène vécue par Bianca continue de peser lourdement sur Lou. Le jeune homme a devant lui une situation qu'il ne peut plus minimiser. Bianca n'a pas seulement été victime d'une humiliation publique ou d'une plaisanterie de mauvais goût. Quelqu'un a organisé une attaque personnelle, s'est emparé de ses affaires et a détruit un objet auquel elle était profondément attachée, avant de laisser une menace explicite. Pour Bianca, la blessure la plus difficile à supporter vient précisément de cette intention. Le compost pourra être nettoyé, les vêtements remplacés, mais la boîte de sa grand-mère porte une valeur affective que personne d'autre ne peut mesurer. En l'abîmant, son harceleur a touché à quelque chose de plus ancien qu'un simple conflit au sein de l'institut. Cette violence lui donne l'impression que son intimité elle-même peut désormais être utilisée contre elle. Lou tente de rester présent, mais sa propre situation sentimentale rend son soutien plus compliqué qu'il ne devrait l'être. Quelques minutes avant de rejoindre Bianca, Joséphine tentait encore de l'embrasser. Il l'a repoussée, certes, mais le simple fait qu'elle se soit sentie autorisée à essayer révèle combien ses aveux ont bouleversé l'équilibre entre eux. Lou se retrouve désormais au centre de deux douleurs différentes qu'il a contribué, au moins en partie, à nourrir. Bianca ignore encore ce qui vient de se passer chez lui. Elle sait seulement que Joséphine représente une menace sentimentale, pas qu'elle a tenté un rapprochement aussi direct. Cette ignorance crée un décalage cruel. Alors qu'elle vient de subir une agression et qu'elle cherche naturellement du réconfort auprès de son petit ami, Lou porte déjà un autre secret susceptible de fragiliser leur relation s'il venait à être découvert. Joséphine, de son côté, doit également encaisser ce qui vient de se produire. Elle croyait pouvoir s'appuyer sur les mots de Lou pour avancer. Son aveu d'amour lui semblait presque être une permission de reprendre leur histoire là où elle s'était arrêtée. Le rejet qu'elle vient de subir lui rappelle pourtant qu'un sentiment n'est pas forcément une décision, et qu'aimer encore quelqu'un ne signifie pas forcément vouloir revenir immédiatement vers lui. Cette nuance est particulièrement difficile à accepter pour elle, car tout semble lui envoyer des signaux contradictoires. Lou travaille avec elle avec une facilité évidente, retrouve leur ancienne complicité et reconnaît qu'il éprouve encore quelque chose. Pourtant, lorsqu'elle tente de transformer cette proximité en geste concret, il la repousse. Joséphine comprend alors que la reconquête qu'elle imaginait simple risque de devenir un jeu beaucoup plus dangereux. Les avertissements d'Anouk prennent soudain tout leur sens, même si Lou n'en a pas encore pleinement conscience. En cherchant à rester proche de Joséphine tout en continuant sa relation avec Bianca, il entretient deux réalités incompatibles. Il veut croire qu'une ancienne histoire peut devenir une relation apaisée, mais ses propres émotions rendent cette neutralité impossible. Chaque geste tendre ou chaque souvenir partagé peut désormais être interprété comme une ouverture. À l'atelier, cette tension avait déjà été visible aux yeux de Maxence et Gaspard. Leur pari pouvait sembler amusant, mais il révélait surtout une évidence que Lou refuse encore de regarder. Son hésitation n'est plus seulement intérieure. Elle se voit, elle se lit dans ses choix, dans la façon dont il se comporte avec Joséphine et dans l'inquiétude croissante de Bianca. À force de ne pas trancher, il expose les deux jeunes femmes. Pour Bianca, cependant, la priorité immédiate dépasse ce triangle amoureux. Le message laissé dans les vestiaires transforme son quotidien en menace. Dernier avertissement, suppose qu'une limite a été fixée par quelqu'un d'autre, comme si elle avait enfreint une règle invisible. Cette formulation la pousse nécessairement à chercher ce qu'on lui reproche, qui pourrait lui en vouloir suffisamment et jusqu'où cette personne serait prête à aller si elle refuse de partir. Dans le même temps, la révélation de Zoé et Bérénice continue de rapprocher Ferdinand du duo. Là où elle craignait le ridicule, elle trouve finalement quelqu'un qui partage leur goût pour les mêmes lectures. Cette complicité inattendue change la dynamique du club. Après le départ d'Olivia, Ferdinand n'est plus simplement toléré par politesse. Il devient un membre à part entière, capable de comprendre ce que les deux jeunes femmes cherchaient jusque-là à cacher. Cette petite victoire contraste avec la solitude ressentie par Bianca. Tandis que certains personnages découvrent qu'ils peuvent assumer leur goût sans être rejetés,
elle vient précisément d'être attaquée et sommée de disparaître. L'Institut montre ainsi deux visages opposés, un espace où l'on peut parfois trouver sa place auprès de personnes inattendues, mais aussi un lieu où une hostilité invisible peut soudain transformer les couloirs familiers en terrain menaçant. À la fin de cette succession d'événements, plusieurs lignes de fracture apparaissent clairement. Joséphine ne renonce pas à Lou malgré son rejet. Bianca est désormais confrontée à un harcèlement dont elle ignore l'auteur. Lou se retrouve pris entre les conséquences de ses sentiments et la nécessité de protéger sa petite amie. Quant à Maya, elle vient d'utiliser une idée de Niels sans en révéler l'origine, ouvrant une autre tension, plus professionnelle mais potentiellement explosive. Le harcèlement subi par Bianca change profondément la manière dont elle regarde désormais ce qui l'entoure. Jusqu'ici, son malaise concernait surtout Lou et Joséphine, cette proximité qui réveillait chez elle la peur de perdre son petit ami. Mais après l'agression des vestiaires, son inquiétude prend une dimension beaucoup plus concrète. Quelqu'un veut lui faire peur, et surtout lui faire comprendre qu'elle n'est plus la bienvenue. Assise encore sous le choc, Bianca repasse mentalement chaque détail de l'attaque. Le bruit entendu dans la cabine, le compost déversé sur elle, ses affaires disparues, puis cette boîte de sa grand-mère retrouvée abîmée. Tout semble avoir été pensé pour l'humilier avec précision. Même le message laissé derrière l'agresseur ressemble moins à une insulte improvisée qu'à une menace construite pour la déstabiliser durablement. Lou, face à elle, mesure à quel point cette attaque peut laisser des traces. Il ne s'agit pas seulement de rassurer Bianca pendant quelques minutes avant que chacun reprenne sa journée. À partir de maintenant, elle risque de se demander qui l'observe lorsqu'elle traverse un couloir, qui connaît ses habitudes, ou qui pourrait profiter d'un moment où elle se retrouve seule pour recommencer. Cette peur s'ajoute à la fragilité déjà présente dans leur couple. Bianca avait justement confié à Ninon quelques instants auparavant qu'elle s'inquiétait de la relation entre Lou et Joséphine. Elle cherchait simplement à comprendre si elle devait se méfier de leur complicité retrouvée. Désormais, cette question sentimentale se mélange à une autre forme d'insécurité, beaucoup plus brutale, qui rend toute émotion encore plus difficile à contrôler. Lou ne peut pourtant pas lui expliquer complètement ce qui vient de se passer de son côté. Il sait que Joséphine s'est présentée chez lui dans une tenue volontairement séduisante et qu'elle a tenté de l'embrasser. Il l'a repoussée, mais cette vérité reste lourde. La révéler maintenant, alors que Bianca vient d'être humiliée et menacée, pourrait provoquer un choc supplémentaire dont elle n'a certainement pas besoin. Ce silence crée malgré lui une nouvelle zone d'ombre entre eux. Lou veut protéger Bianca, mais il sait également qu'il est lui-même engagé sur une pente dangereuse. Il a avoué à Joséphine qu'il l'aimait encore, puis il a accepté de travailler avec elle comme si cette déclaration n'avait rien changé. En voulant préserver tout le monde, il risque au contraire de multiplier les blessures autour de lui. Joséphine, pendant ce temps, doit digérer son propre échec. Quelques heures plus tôt, tout semblait lui laisser croire que Lou pouvait revenir vers elle. Leur entente pendant la masterclass était presque instinctive, leurs plats avaient été salués par Marc et Anouk, et même Maxence avait remarqué combien ils fonctionnaient bien ensemble. Pourtant, lorsqu'elle a voulu transformer cette complicité en rapprochement amoureux, Lou l'a immédiatement arrêtée. Elle se retrouve ainsi dans une position frustrante. Les mots de Lou lui donnent de l'espoir, tandis que ses actes lui imposent une limite. Pour Joséphine, il devient alors difficile de savoir quelle vérité croire, celle de l'homme qui lui a confié qu'il éprouvait encore de l'amour pour elle, ou celle du petit ami qui refuse de trahir Bianca lorsque l'occasion se présente concrètement. C'est précisément cette ambiguïté qui rend le triangle si fragile. Bianca sent que quelque chose lui échappe, Joséphine croit avoir encore une chance et Lou refuse de choisir clairement entre les émotions contradictoires qui l'habitent. Chacun avance donc avec une perception différente de la situation, et cette absence de vérité partagée suffit déjà à alimenter les tensions sans qu'aucun d'eux ait besoin d'ajouter de nouveaux mensonges. Dans un registre bien plus léger, Ferdinand profite au contraire d'une vérité enfin assumée pour se rapprocher de Zoé et Bérénice. Leur aveu concernant la littérature érotique aurait pu les mettre mal à l'aise durablement. Elles avaient même préféré prétendre avoir lu les ouvrages du club plutôt que d'assumer ce qui les passionnait réellement. Mais Ferdinand, en partageant leur goût, leur permet de transformer cette gêne en complicité. Le départ d'Olivia pour des raisons professionnelles referme également une première version du club de lecture. Sans elle, le groupe change d'équilibre. Ferdinand, qui aurait pu rester simplement un participant occasionnel, gagne soudain une place naturelle auprès de Zoé et Bérénice. Leur étonnement laisse progressivement place à l'enthousiasme, car elle découvre chez lui une facette qu'elle n'avait pas soupçonnée. Cette admission officielle de Ferdinand dans leur cercle reste un moment simple, mais elle révèle quelque chose d'important sur leur dynamique. Zoé et Bérénice avaient construit une petite façade pour éviter d'être jugées.
En abandonnant cette façade, elles trouvent au contraire une personne avec qui elles peuvent partager librement leur lecture. Là où elles anticipaient la honte, elles découvrent finalement une forme de liberté. Au coffee shop, les rapports sont plus ambigus. Niels continue de laisser apparaître son intérêt pour Thelma, alors que celle-ci a déjà confié à Enzo qu'il n'était absolument pas son genre. Elle apprécie le cocktail qu'il lui prépare et accepte son attention sans pour autant encourager son flirt. Thelma semble surtout déterminée à profiter de son anniversaire sans transformer chaque geste masculin en promesse sentimentale. Enzo, lui, garde une place particulière auprès d'elle. Le collier offert plus tôt montre qu'il a pris le temps de choisir un cadeau personnel, tandis que Lionel a lui-même facilité leur sortie en lui permettant de fermer plus tôt. Pourtant, Thelma reste ferme sur son désir de ne pas se mettre en couple. Cette déclaration empêche Enzo de lire leur proximité comme une certitude et l'oblige à rester dans une relation encore indéfinie. Maya, en revanche, vient de créer une situation où l'ambiguïté n'est plus sentimentale mais professionnelle. Niels lui a expliqué avec enthousiasme la composition de son cocktail, simplement parce qu'elle semblait sincèrement intéressée. Il ne lui a imposé aucune réserve particulière. Mais lorsque le chef Jourdain cherche une idée pour construire son menu autour d'un cocktail fil rouge, Maya reprend cette association sans mentionner son véritable créateur. Le problème ne réside donc pas uniquement dans le fait qu'elle utilise une idée entendue ailleurs. C'est surtout le silence qui l'accompagne. En ne précisant pas que le concept vient de Niels, Maya permet au chef Jourdain de penser qu'elle participe directement à la création. Son nouveau rôle de seconde lui donne encore davantage intérêt à apparaître inventive et capable de proposer rapidement des solutions. Pour l'instant, Niels ignore totalement ce qui vient de se produire. Il a simplement partagé une recette avec quelqu'un qui semblait apprécier son travail. Cette confiance pourrait pourtant devenir une source de conflit si son idée venait à être intégrée au projet de Jourdain sans qu'il soit associé ou même cité. Maya n'a peut-être pas encore mesuré l'importance de son omission, mais elle vient de poser les bases d'une possible confrontation. Ainsi, derrière des situations apparemment très différentes, la journée est traversée par une même question, ce que chacun choisit de dire ou de taire. Lou cache à Bianca la tentative de baiser de Joséphine. Maya ne révèle pas au chef Jourdain l'origine de son idée. Zoé et Bérénice, au contraire, trouvent une forme de soulagement dès qu'elles cessent de dissimuler leur véritable lecture. Bianca, elle, ne dispose même pas de cette liberté, puisqu'elle ne sait rien de la personne qui l'attaque. Son harceleur agit dans l'ombre, laissant uniquement des traces suffisamment précises pour créer la peur. Le message du « dernier avertissement » continue de résonner comme une menace suspendue au-dessus d'elle. Tant que l'auteur restera inconnu, chaque silence autour d'elle pourra sembler suspect, et chaque nouveau geste pourra annoncer une nouvelle attaque. Pour Bianca, la journée se referme donc sur une certitude aussi brutale qu'inquiétante, ce qu'elle vient de subir n'est pas un accident. Quelqu'un a voulu la viser personnellement, la salir, détruire ce qui comptait pour elle et surtout lui faire comprendre qu'elle devait partir. Le compost n'est que la partie visible d'une attaque beaucoup plus profonde, parce que le véritable objectif semble être de l'atteindre psychologiquement. Lou reste auprès d'elle alors que le choc continue de se lire sur son visage. Il ne peut évidemment pas réparer la boîte de sa grand-mère ni effacer les mots laissés par son agresseur, mais sa présence offre au moins à Bianca un point d'appui dans ce moment où tout lui paraît soudain hostile. Elle vient de perdre le sentiment de sécurité qu'elle associait encore au mur de l'institut. Cette fragilité réveille pourtant un paradoxe douloureux. Bianca avait demandé à Lou de la rejoindre précisément parce qu'elle avait besoin de lui, alors que quelques instants plus tôt Joséphine venait de tenter de l'embrasser. Lou a repoussé son ex, mais il sait également que cette tentative n'est pas née de rien. C'est son propre aveu, lorsqu'il a reconnu aimer encore Joséphine, qui a entretenu l'espoir de cette dernière. Ainsi, alors qu'il essaie de rassurer Bianca, Lou porte silencieusement le poids d'une situation sentimentale qu'il n'a jamais réellement clarifiée. Il voudrait pouvoir être simplement le petit ami présent après une agression, mais son attachement à Joséphine complique tout. Plus il tente de maintenir un équilibre entre les deux jeunes femmes, plus il risque de transformer chaque geste, chaque silence et chaque hésitation en nouvelle source de souffrance. Joséphine, de son côté, ne peut plus prétendre ignorer les contradictions de Lou. Elle a obtenu de lui la confession qu'elle attendait, celle qui pouvait lui faire croire qu'un retour était possible. Puis elle a retrouvé avec lui une complicité remarquable pendant la masterclass. Pourtant, lorsqu'elle a essayé de l'embrasser, il l'a repoussée. La frontière qu'elle voulait franchir s'est brutalement refermée devant elle. Cela ne signifie pas pour autant que son espoir disparaît. Joséphine sait maintenant que les sentiments existent encore, même s'ils ne se traduisent pas immédiatement par une rupture entre Lou et Bianca.
Son désir de reconquête repose donc sur une vérité particulièrement dangereuse. Elle n'a pas besoin de recréer les émotions de Lou, puisqu'elles sont déjà présentes. Elle doit seulement trouver comment les faire devenir plus fortes que son engagement actuel. Lou se retrouve ainsi exactement sur cette pente glissante qu'Anouk avait pressentie. Lorsqu'elle lui conseillait de prendre davantage de distance avec son ex, elle ne remettait pas en question leur capacité à travailler ensemble. Elle anticipait surtout les conséquences émotionnelles d'une telle proximité. La réussite de leur plat, leur coordination naturelle et leurs souvenirs communs donnent désormais à Joséphine autant de raisons de croire que leur couple peut renaître. Bianca ressent déjà cette menace sans en connaître toute l'étendue. Lorsqu'elle s'était confiée à Ninon, elle exprimait précisément la crainte de voir Lou se rapprocher de Joséphine. L'agression dont elle est ensuite victime vient détourner momentanément son attention de cette inquiétude, mais elle ne la fait pas disparaître. Au contraire, Bianca se retrouve désormais vulnérable sur deux fronts, affectivement et personnellement. Le contraste est saisissant avec Ferdinand, Zoé et Bérénice, dont la journée aboutit à une forme de soulagement. Après avoir caché leurs véritables habitudes de lecture, Zoé et Bérénice découvrent qu'elles n'avaient finalement aucune raison de jouer la comédie devant Ferdinand. Sa propre passion pour la littérature érotique transforme leur confession embarrassée en point commun, et le club peut désormais continuer sur des bases beaucoup plus sincères. Olivia choisit de s'en retirer pour des raisons professionnelles, laissant à Ferdinand une place qu'il n'aurait peut-être pas imaginé occuper au départ. Zoé et Bérénice sont suffisamment impressionnées par sa révélation pour l'intégrer officiellement. Là où le secret aurait pu provoquer le ridicule, il crée donc une nouvelle complicité. Pour elles, dire la vérité simplifie finalement une situation qu'elles avaient rendue inutilement compliquée. La trajectoire de Maya suit exactement le mouvement inverse. Lorsqu'elle retrouve le chef Jourdain, elle possède déjà entre les mains une information qui ne lui appartient pas totalement. Niels lui a confié les secrets de son cocktail avec une spontanéité évidente, simplement parce qu'elle s'était montrée curieuse et intéressée. Maya aurait pu citer naturellement son nom lorsqu'elle propose l'association au chef, mais elle choisit de ne rien préciser. Son silence prend davantage de poids parce que Jourdain vient de la choisir comme seconde. Il attend d'elle des propositions solides et lui explique vouloir bâtir son menu autour d'un cocktail capable de servir de fil rouge. En lui suggérant directement l'association conçue par Niels, Maya répond parfaitement à ses attentes. Seulement, elle bénéficie alors du mérite d'une créativité qui, cette fois, ne vient pas réellement d'elle. Pour le moment, aucune confrontation n'éclate. Niels ne sait pas que son idée a quitté le coffee shop pour entrer dans la cuisine de Jourdain, et le chef n'a aucune raison de soupçonner que Maya s'inspire d'un autre. Pourtant, cette omission suffit à fragiliser la confiance qui pourrait exister entre eux. Une création partagée généreusement peut rapidement devenir une source de ressentiment lorsque son origine cesse d'être reconnue. Niels conserve d'ailleurs un rôle particulier dans cette journée. Avec Thelma, il s'était montré beaucoup plus direct, n'hésitant pas à la draguer sous les yeux d'Enzo tout en préparant un cocktail spécialement pour elle. Mais ses efforts ne produisent pas l'effet espéré. Thelma confie discrètement à Enzo qu'il ne correspond absolument pas au genre d'homme qui pourrait l'attirer, fermant ainsi la porte à ses avances. Elle va même plus loin en affirmant ne vouloir aucune relation pour le moment. Cette précision place également Enzo devant une limite claire. Le collier qu'il lui offre, leur sortie et leur proximité ne suffisent pas à définir leur lien comme une histoire d'amour. Thelma tient à conserver son indépendance, refusant aussi bien la séduction assumée de Niels que toute attente sentimentale qu'Enzo pourrait éventuellement nourrir. À travers ces trois intrigues, les apparences deviennent finalement le véritable fil conducteur. Joséphine paraît simplement aider Lou à ranger avant de chercher plus tard à l'embrasser. Maya semble proposer spontanément une idée au chef Jourdain alors qu'elle l'a empruntée à Niels. Zoé et Bérénice prétendent lire certains livres avant d'assumer enfin leur goût. Et quelque part, un harceleur agit toujours sans montrer son visage. Mais c'est bien Bianca qui paye le prix le plus lourd de tout ce qui reste caché. Ses affaires ont disparu, un souvenir familial a été endommagé et son corps lui-même a servi de cible à une humiliation particulièrement violente. Le message laissé derrière elle ne laisse aucune place à l'interprétation. Quelqu'un veut qu'elle parte, et cette personne considère l'agression comme un ultime avertissement plutôt que comme un acte isolé. Dès lors, une question demeure suspendue au-dessus de l'institut. Jusqu'où cette personne est-elle prête à aller si Bianca refuse de céder? Aucun nom ne peut encore être avancé et rien dans les éléments disponibles ne permet d'identifier l'auteur. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Bianca comprend désormais que sa présence dérange suffisamment quelqu'un pour provoquer une attaque préparée et volontairement humiliante. Lou voudrait certainement lui offrir une sécurité immédiate, mais sa propre indécision menace déjà l'équilibre de leur couple.
Joséphine n'a pas obtenu le baiser qu'elle espérait, mais elle a découvert que les sentiments de son ex existent toujours. Bianca, elle, ignore cette tentative de rapprochement tandis qu'elle cherche refuge auprès de celui qu'elle aime. Les trois avancent donc vers une confrontation que leur non-dit rend toujours plus difficile à éviter. La journée se termine ainsi sans véritable résolution. Ferdinand a trouvé sa place dans le club de Zoé et Bérénice, Maya a gagné l'attention du chef Jourdain grâce à une idée qui appartenait d'abord à Nils, et Thelma a clairement posé ses limites face aux attentes sentimentales. Mais autour de Bianca, Lou et Joséphine, aucune limite n'est réellement stable, et l'attaque des vestiaires vient encore renforcer une tension déjà explosive.